troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Radim Silla, docteur en informatique et spécialiste de programme à l'UNESCO, et de nos éditorialistes Alfred Chango et Daoud Attal. Au Sénégal, le pôle urbain de Diamniadio sort de terre. Le président Macky Sall a procédé au lancement de la seconde génération d'infrastructures qui seront réalisées par l'État et ses partenaires. Parmi ceux-ci, un parc des expositions, un hôtel 5 étoiles et le palais des sports. Ibrahima Djoumaba. La nouvelle ville de Diamniadio sort progressivement de terre. Le président sénégalais Macky Sall a procédé lundi 9 mai au lancement de la seconde génération d'infrastructures du pôle urbain. Les travaux d'un palais des sports avec son stade omnisport, un hôtel 5 étoiles et un parc des expositions viennent de démarrer. Ces édifices font partie d'une large gamme de projets qui vont façonner la nouvelle ville, Carrefour. Une ville nouvelle, intégrée, sur la base de la mixité urbaine et sociale, regroupant ainsi des quartiers administratifs, des zones d'habitation mixtes, des zones industrielles, des universités et centres de recherche, une cité du savoir, des espaces d'affaires et des infrastructures sportives. C'est tout cela, Diamniadio, pour en faire une ville qui répond aux exigences d'une cité moderne. Le pôle urbain de Diamniadio se positionne pour le décongestionnement de Dakar, la capitale. Il va abriter plusieurs infrastructures publiques à l'image de l'université Amadou Mahtar Mbow et le ministère de l'enseignement supérieur dans la cité du savoir. L'État positionne aussi Diamniadio dans l'événementiel sous-régional. Ces trois infrastructures dont je viens de poser la première pierre vont renforcer les capacités de Dakar pour l'accueil d'événements de dimension internationale à la hauteur de villes événementielles à l'échelle africaine, voire internationale et mondiale. Ainsi, le pôle de Diamniadio se positionne progressivement comme le point nodal d'un grand ensemble de projets. Les travaux du pôle urbain de Diamniadio ont été lancés depuis 2014. Le centre de conférence international Abdou Diouf, qui a abrité le dernier sommet de la francophonie, est l'une des premières réalisations du projet de nouvelle ville. À terme, Diamniadio va accueillir une zone industrielle, des habitations ainsi que des services publics comme des ministères. Radim Silla, que vous inspire ce projet de pôle urbain? Je pense que c'est une initiative intéressante. Parce que Diamniadio se situe un peu au croisement de trois zones assez importantes. Thiès, la ville de Thiès, qui est une des villes importantes du Sénégal, la Petite Côte, qui est la zone touristique du pays, et Dakar, qui est congestionnée, qui est vraiment très serrée. Donc je pense que développer un pôle urbain à Diamniadio, dans cette localité en particulier, peut non seulement permettre de décharger un peu Dakar de ses pesanteurs et aussi offrir l'opportunité de mettre en place des innovations assez intéressantes, notamment en termes pour le numérique, au niveau de la culture, au niveau de la recherche universitaire. Donc je pense que c'est une initiative assez intéressante et qui arrive d'ailleurs même un peu tard, je crois. Alfred, ce pôle urbain, c'est vraiment le Sénégal émergent? Oui, là, on ne peut qu'être enthousiaste devant cette initiative, cette intuition de Macky Sall qui a pensé justement la cité du futur. Hein. Pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique, ça peut inspirer justement une ville où intégrée. Il y a plusieurs choses qui sont intégrées pour faire justement, bien sûr, la décongestion de Dakar, mais ouvrir justement à l'avenir du Sénégal et de l'Afrique. Et je pense qu'il a eu là vraiment le nez creux. C'est un exemple à multiplier, hein, pas seulement autour de Dakar, mais dans le reste du Sénégal. Évidemment, ça va ouvrir, comme on l'a rappelé, Thiès, Mbour, etc. Bon, mais ça devrait permettre effectivement d'être le fer de lance de ce projet du Sénégal émergent. Et là, pour le coup, chapeau à Macky Sall. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il n'y a rien à ajouter. Daouda, l'avenir de l'Afrique, ça passera par ces villes nouvelles? L'avenir de l'Afrique passera par ces villes nouvelles, entre autres.
Oui, entre autres. Ça, tout dépend de ce qu'il y a dans les villes. Bon, bien entendu, faut saluer ce qui est en train d'être fait à Diamniadio. Je pense que c'est nécessaire. Tout le monde l'a rappelé. C'est pas la peine que j'y revienne dans le détail. Mais pour revenir sur votre question, effectivement, tout va dépendre de ce que l'on met dedans. C'est-à-dire que s'il y a des activités génératrices de revenus, des entreprises pour les gens qui vont habiter là, c'est très bien. Il faut que ce soit centralisé sur les personnes qui en ont besoin aussi. Le président Macky Sall a parlé tout à l'heure de mixité sociale. Je pense que dans l'aménagement, il ne faut pas juste donner, par exemple, les logements à des gens dans certains standings. Il faut mixer pour que les uns puissent tirer les autres. Je pense qu'il tient compte exactement. Des choses. C'est bien ce que je dis justement, puisque lui-même le précise. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Bon, oui, Fanny, là, ça passe par là. Ça passe par le désengorgement des capitales, ça passe par des zones franches qui ne sont pas loin de ces nouvelles villes et qui mettent en avant l'emploi local, puisque moi je demeure convaincu que le développement ne se fera que si l'emploi local est garanti, l'entrepreneuriat local et voilà. Alors justement, Alfred, à l'occasion de cette inauguration, le président Macky Sall a lancé un appel aux investisseurs privés, aux entreprises privées pour s'implanter donc dans ce nouveau pôle urbain. Ça veut dire quoi? Que les entreprises privées sont encore réticentes à investir dans ce type de projet? Non, pas nécessairement, mais les entreprises privées ont besoin des garanties, au fond, juridiques, des garanties fiscales, etc. Mais je pense qu'il faut lancer cet appel-là au privé africain d'abord, puisqu'il y en a beaucoup qui ont des moyens, qui peuvent investir. Mais en retour, évidemment, ce n'est pas de la philanthropie, parce qu'ils attendent, ben oui, j'ai investi autant de milliards de CFA en retour dans un délai temps. Est-ce que je peux rentrer dans mes billes? Est-ce que je peux avoir quelque chose? Donc, il y a cela. Et puis ensuite, les investisseurs internationaux, ils viennent, que ce soit du Qatar, de l'Inde, d'un peu partout. Hein, ils viennent très, très spontanément. Mais là encore, ça suppose qu'il faut qu'il y ait une diplomatie des affaires dynamique, justement, où le président de la République est engagé lui-même et les ministres, tout le monde, mobilisés pour réaliser ce partenariat public-privé qui ferait effectivement que dans un certain nombre de domaines où l'État ne peut pas intervenir, n'a pas les moyens de le faire, on parlait de stratégie, l'État met en place un cadre de ces investissements-là, et puis les investisseurs arrivent, ils construisent comme ils sont en train de le faire, et puis voilà. Dernière chose, c'est que, vous voyez, Dakar, comme Kinshasa, comme Abidjan, ce sont des vieilles villes coloniales, au fond, qui sont sorties de l'époque coloniale. Et là, avec Diamniadio, on est en train d'entrer dans les nouvelles villes, justement, africaines, pensées par les Africains pour les Africains. Je crois que c'est une très, très bonne chose. Merci. Direction à présent le Gabon, où la crise pétrolière a des effets conséquents sur l'emploi. Dans la ville de Port-Gentil, on dénombre ainsi plus de 1500 emplois précarisés et près de 800 licenciements économiques. Il faut dire que le pays reste très dépendant de l'exploitation du pétrole. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Depuis la chute du prix du baril de pétrole en dessous des $40, la situation socio-économique du Gabon est au plus mal. La capitale économique du Gabon, Port-Gentil, est l'une des villes les plus touchées par la crise du pétrole dans le pays. On dénombre plus de 1500 emplois précarisés. Pourtant, selon Casimir Oyemba, ancien gouverneur de la BEAC, le Gabon a déjà connu pareille situation. Dans les années 90-95, nous avons également connu des moments qui n'étaient pas de toute simplicité sur le plan économique et social. On a pu les résoudre dans le passé parce que les autorités de l'époque ont pu mettre en place des mesures de redressement, d'amélioration de la gestion. Donc de bien analyser les tenants et aboutissants de la situation, tous les aspects de la situation, et d'avoir la volonté farouche de la redresser. Conscient de la situation du pays, le gouvernement travaille à maintenir l'emploi, notamment dans le secteur pétrolier et dans la ville économique Port-Gentil, où le chômage a doublé. Le gouvernement fera des efforts pour maintenir l'emploi et travailler à ce qu'il y ait d'autres secteurs d'activité à Port-Gentil qui essaient d'absorber. Mais c'est un vrai problème. Nous ne sommes pas le seul pays à le connaître, mais nous tenterons de trouver des solutions, non seulement pour les compatriotes de Port-Gentil, mais pour tous les compatriotes pour lesquels il faut trouver une solution d'emploi.
Le Gabon est dépendant de son secteur pétrolier dont les revenus constituent environ 50% des recettes budgétaires de l'État. Un budget au titre de l'année 2016 qui s'élève à 2626 milliards de francs CFA, en baisse de 25,2 milliards de francs CFA par rapport à celui de l'année dernière. Entre 1990 et 1995, le Gabon avait déjà connu semblable situation avec le repli de 55 et 43% des prix du pétrole et la décélération de 4 et 3 points du système de croissance du PIB. Mais le pays a su remonter la pente. Daouda, ces licenciements économiques en nombre, ça signifie quoi? Que les entreprises pétrolières n'ont pas réussi à anticiper la crise? Non, je crois que la crise a surpris plus d'un. Ça, c'est une évidence. Maintenant, bon, je pense que aussi, quand on gérait, c'est prévoir. Donc, on aurait pu aussi mettre un minimum de moyens par anticipation pour faire face à ce type de crise. Maintenant, pour les chocs exogènes, ce qu'on dit choc exogène en économie, c'est extérieur, on n'y peut rien en fait. Donc là, c'est beaucoup plus délicat que des chocs internes. Là, en l'occurrence, tout le monde est frappé. Maintenant, je pense que pour éviter d'ailleurs ce type de choses, il faut être avant-gardiste et je pense que l'État peut développer une volonté politique qui permette aux entreprises, en tout cas, d'avoir de la veille. On ne fait jamais de veille, nous, en Afrique. Les autres le font. Les cours des matières premières sont fixés par eux en fonction d'un certain nombre d'éléments, d'études, de veille et tout ça. Moi, je rêve d'une Afrique qui prenne les choses en main, secteur par secteur, pour pouvoir anticiper l'avenir. Bon, je pense maintenant qu'il faut limiter les dégâts. C'est-à-dire que les licenciements, pour revenir dessus, il faut aussi que l'État gabonais encadre tout ça. Parce qu'il y a de l'abus apparemment. Et ça, c'est pas normal. On ne peut pas embaucher quelqu'un du jour au lendemain, lui dire il y a une crise, rentrez chez vous, sans indemnisation, sans rien. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout, mais apparemment, il y a des cas comme ça. Et donc ça, c'est quand même pas normal. Je pense simplement que les entreprises font assez d'argent, ont assez gagné dans le pays. Ce serait bien quand même qu'ils renvoient l'ascenseur un petit peu en maintenant un minimum d'emplois malgré la crise. Le gouvernement, Alfred, doit intervenir dans ces licenciements? Alors, c'est très compliqué, puisque la plupart de ces entreprises pétrolières sont étrangères, donc sont régies par des conventions, des contrats spécifiques, et que donc l'État ne peut que marginalement intervenir là-dessus. Une entreprise qui constate effectivement que la production stagne, que ne peut pas continuer à garder 400 personnes, décide de les licencier. Alors l'État, là où il peut intervenir, c'est de dire le droit social, le droit des travailleurs, faire respecter cela pour que, il y ait indemnisation des travailleurs qui sont licenciés. C'est vraiment seulement à ce niveau-là. Mais il faut, je crois que pour sortir vraiment de ce genre de situation, mais nous le disons souvent ici, c'est que les États ne pensent jamais à la diversification de l'économie. On croit que le pétrole est éternel, qui ne va pas fluctuer. Vous voyez l'Arabie Saoudite aujourd'hui prend conscience justement de cela. On commence à mettre en place des projets pour sortir du tout pétrole. Mais c'est quand c'est trop tard. Alors, la différence de l'Arabie Saoudite et du Gabon, par exemple, c'est que l'Arabie Saoudite a des réserves considérables qui permettent justement de compenser la baisse drastique justement des cours du pétrole. Alors que le Gabon, tous les pays africains producteurs de pétrole n'avaient pas vu venir, n'avaient pas prévu. Donc, à part l'Algérie qui a maintenu quelques réserves, mais pour la plupart, ça a fondu comme neige au soleil, et que donc, voilà, on arrive à ces genres de situations. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. La nouvelle capitale administrative de l'Égypte sera financée par la Chine à hauteur de 15 milliards de dollars. Le coût global du projet s'élève, lui, à 45 milliards de dollars. Cette nouvelle métropole sera située à 48 km à l'est du Caire et s'étendra sur une superficie semblable à celle de Singapour. Daouda, en 2015, on disait que la Chine commençait à perdre du terrain en Afrique avec la crise économique que le pays connaît. Il semble aujourd'hui qu'elle soit toujours bien présente sur le continent. Oui, la Chine est toujours bien présente parce que sa coopération semble plus fluide comparée aux coopérations classiques des anciennes puissances coloniales. Il y a beaucoup moins de procédures, il y a beaucoup moins de complications à ce niveau-là. Et puis c'est un acteur nouveau. Quand on est nouveau,
on peut trouver des fenêtres de tir, entre guillemets, pour bien asseoir sa politique de coopération. Et c'est bien ce que la Chine fait en Afrique. Pour le cas de l'Égypte, je pense que là, pour le coup, c'est un projet quand même qui est très intéressant. Bon, on parlait de Diamniadio tout à l'heure, Dakar, désengorger la capitale, qui est le Caire, et puis créer une ville nouvelle. Et je pense que le président Al-Sisi fait beaucoup en tout cas pour investir dans le pays et garantir, parce que bon, il y a le terrorisme à côté, il faut quand même assurer le développement. Donc moi, je salue ça et voilà, c'est mieux que ce soit basé sur du pétrole, quoi. Alfred, c'est une nécessité aujourd'hui de désengorger le Caire. Ah oui, absolument, c'est infernal la vie au Caire aujourd'hui, et donc Al-Sisi a compris tout de suite. Et ce projet est à double ou triple détente, c'est-à-dire dans un premier temps, justement, par rapport aux partenaires étrangers, dire je maîtrise la situation, donc on investit. 2, par rapport aux Égyptiens, on va vous offrir du travail, je travaille pour vous. 3, pour les islamistes et leurs partisans, dire vous voyez, vous êtes arrivés au pouvoir, ça a été le chaos, on en est là, mais moi je suis venu pour stabiliser l'Égypte et puis ramener l'Égypte dans le concert des nations. Et c'est pourquoi il y a tous ces grands travaux qu'il mène et qui, à terme, mais là, les Chinois sont arrivés, mais les Chinois, on sait, ils sont en compétition avec les Américains et l'Europe, et chaque fois qu'ils peuvent leur jeter des cailloux dans la chaussure, ils vont le faire, donc ils investissent. Mais en même temps, il y a aussi les Qataris et puis les Saoudiens qui sont là, qui vont compenser le reste de ce financement. Donc, au fond, Al-Sisi a réussi à ramener l'Égypte au centre quand même de la géostratégie de la région, de la géopolitique de la région, et puis ben voilà, dans le jeu qui se joue autour du Moyen et du Proche-Orient. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacrée aux réformes de l'éducation. Radim Silla, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Alfred, merci également. Merci Fanny, ça a été une joie immense de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes chères téléspectatrices, merci de leur bienveillance. Et Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, un plaisir renouvelé également et bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.